Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est l'émission numéro 2 de la saison 2 de Boisvert Radio. D'abord et avant tout, j'aimerais vous remercier, chers auditeurs, d'avoir été aussi présents pour le retour de Boisvert Radio la semaine passée. Le podcast que j'ai enregistré avec mon collaborateur James Letourneau et l'invité Jérémy Grégoire a été beaucoup visionné et écouté, et ça me fait plaisir. D'abord et avant tout, vous remarquerez que cette semaine, aucun collaborateur n'est avec moi. C'est possible que ça arrive à d'autres reprises au cours de la saison. Simplement, aucun de mes collaborateurs n'était disponible au moment d'enregistrer l'émission de cette semaine. Donc, évidemment, c'est dommage parce que plus on est de fous, plus on rit. Mais ça n'empêchera pas ça m'empêchera pas de vous fournir du contenu de qualité quand même, même si je suis tout seul, un à un, avec l'invité. Parlant de l'invité, comme vous avez pu le remarquer, je ne suis pas tout seul. Je suis avec Michel Laprise, qui est journaliste à RDS. Il est l'animateur de l'émission comique Oups, en plus d'être collaborateur de façon hebdomadaire au 5 à 7 pour la chronique Laprise branchée. De plus, on l'a vu par le passé en tant qu'animateur de l'émission Sport 30, le bulletin de nouvelles sportives de la journée qui roule à RDS. Et il est également présentement le rédacteur et créateur de contenu sur le site Balcourbe. Bonjour Michel, bienvenue à Boisvert Radio, ça va? Oui, ça va. Merci beaucoup, Charles. Merci de m'avoir invité. Et quand j'ai reçu ton invitation, si tu parles de l'émission Oups, tu en parlais dans l'introduction. Oui. Quand on prépare l'émission, je suis responsable, entre autres, de contacter les invités. Et puis, je sais que des fois, c'est pas évident. Des fois, on attend des réponses, on envoie un courriel, puis on n'a pas de réponse, puis on se dit, peut-être ça va marcher, on appelle, ça marche pas, on attend des retours d'appel. Fait que quand j'ai reçu ton message qui était hier soir, me disant, est-ce que tu peux être mon invité? C'est pour ça que je n'ai pas niaisé, puis j'ai répondu oui tout de suite, parce que je sais à quel point ça peut être stressant des fois de se dire, OK, j'ai pas d'invité, il m'en faut un. Fait que je me suis dit, garde, je ne prendrai pas de chance, je vais y répondre tout de suite, on va s'arranger, on va se trouver un temps, puis ça me fait bien plaisir d'être là. Exactement. Au moment d'enregistrer ça, on est environ à 15h mardi. Puis je vous ai contacté, je t'ai contacté hier soir, le lundi soir. Donc ça s'est fait vite, puis je suis très content. Tant mieux. Donc, parfait, on va commencer à parler, dans le fond, du commencement. Toi, présentement, comme j'ai dit dans l'introduction, tu es journaliste à RDS. Quelles sont, dans le fond, les études que tu as faites avant de devenir journaliste? J'ai étudié en art et technologie des médias au Cégep de Jonquière. Il y en a plusieurs aussi qui sont à RDS, qui ont étudié en ATM. Il y en a plusieurs dans le monde des médias aussi qui ont fait ATM. Je suis journaliste, entre autres, dans mes tâches, mais je n'ai pas étudié en journalisme. J'ai étudié en animation, j'ai étudié en radio-animation. J'étais jeune, c'était de travailler à Radio Énergie et de dire « Hey, garde la ligne, je te donne un T-shirt, c'est quoi ta chanson préférée? » Je voulais faire ça, je voulais faire des concours. Puis, en arrivant au cégep, j'ai étudié là-dedans. Je pense que j'étais quand même pas pire bon. J'avais des bons commentaires, j'ai une bonne voix à la base, ça aide aussi. Puis, après mes 3 ans à Jonquière, là, j'envoyais des CV, j'envoyais des démos radio un peu partout. Et il y a une place où ils m'ont répondu, c'est une station qui fait maintenant partie du réseau CMFM dans les Laurentides. Avant, ça s'appelait Radio Fusion à la Chute. Et eux cherchaient un animateur de fin de semaine. Donc là, moi, j'ai envoyé mon CV, j'ai appliqué sur l'emploi. Ils m'ont appelé, ils m'ont contacté. Ils pensaient que j'avais genre 40 quelques années parce que j'avais une voix beaucoup plus mature qu'un gars de 20 ans. Puis, quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont dit, finalement, t'es vraiment jeune, mais c'est pas pour un poste d'animateur de fin de semaine. On cherche aussi maintenant un animateur de l'émission du matin qui est aussi journaliste. Est-ce que tu pourrais être capable de faire ça? Je dis, oui, c'est sûr, c'est évident, mais je savais pas. Puis, j'ai fait un test de connaissance générale. Je me rappelle, il y avait 20 questions. J'ai eu 19 questions de bonnes sur 20. Donc, ils m'ont dit, est-ce que ça tente de commencer lundi matin? Fait que là, j'étais parti d'un gars qui a fini le cégep au mois de mai à peu près. Puis, au mois d'août 2001, j'étais embauché comme morning man, comme journaliste d'une station de radio. C'était parfait, je trouvais ça le fun. Je faisais mon 40 heures semaine. J'ai été embauché le 20 août 2001. Puis 3 semaines plus tard à peu près, c'était le 11 septembre 2001. Il y avait, je ne sais pas si tu te souviens de ça, il y a des avions qui ont rentré dans les trous. Je n'étais pas encore né, là, mais c'est ça. Que tout le monde sait. Puis c'est là que tu apprends à être journaliste quand tu es confronté à une situation comme ça parce que, comme je te dis, je n'avais pas étudié là-dedans. J'apprenais un peu sur le tas, mais là, il y a un événement mondial qui arrive. Je suis dans les Laurentides, je me suis dit, je vais aller à Mirabel où il y avait un aéroport où il y avait des passagers avant. J'ai passé ma journée là, des interventions en direct. Et puis c'est vraiment là, ce moment-là, je me suis dit, OK, je pense que je peux être capable d'être journaliste. Et depuis ce temps-là, je l'ai été. La station Radio Fusion à la Chute appartenait à un groupe
de médias qui s'appelait Radio Nord Communication, RNC Média, qui avait des stations aussi en Abitibi, à Gatineau, des stations de télé aussi. Finalement, j'ai fait le saut à Gatineau, à la télé, à RDS et à la radio, une station de radio classique, Beethoven, Mozart, tout ça. Encore là, je connaissais pas ça, mais je présentais les chansons, c'était crédible. C'est ça l'important, c'est d'être crédible dans ce domaine-là. Puis, bon an, mal an, mon CV s'est retrouvé à Sherbrooke pour aucune raison. Je ne l'ai pas envoyé là. Je ne sais pas du tout comment ça se fait que TQS Sherbrooke m'ont appelé. Ils m'ont offert un emploi. Je dis, ben, OK, parfait. Fait que là, je suis allé à Sherbrooke. J'ai quitté Gatineau pour aller à Sherbrooke. Je me suis fait une blonde là-bas, femme de ma vie, qui est la mère de mes enfants encore aujourd'hui. Et elle s'est fait une job à Montréal, elle. Moi, j'ai suivi. Donc, à Montréal, j'ai appliqué à TQS parce que j'étais déjà dans le réseau de TQS. Ils m'ont dit, on a juste les sports la fin de semaine. Je dis, ben, tant mieux. J'aime ça, les sports. Depuis que je suis petit aussi, que j'aime le hockey. Quand j'étais petit, avec mon père, on regardait le hockey, puis à la fin des parties, j'allais dans un cahier Canada, puis je faisais un résumé. Tu sais, j'écrivais un résumé de la partie que j'avais vue. Puis, c'est devenu ma job. c'est quand même spécial. Après TQS, à un moment donné, j'ai envoyé mon CV à RDS parce que je visais RDS. Ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, on t'offre quelques heures par semaine, est-ce que ça te tente? Parfait, d'accord. J'ai mis mon pied dans Porte RDS. Puis depuis ce temps-là, depuis 2007, je suis à RDS. Et puis, ça va bien. Je fais pas mal de jobs là-bas. J'ai fait pas mal de fonctions, disons. OK. Juste pour revenir sur ta dernière réponse, là, tout d'abord, l'histoire des Cahiers Canada, ça me fait tellement penser à moi quand j'étais jeune. Ah Et, oui? ouais. Et deuxièmement, juste pour être sûr, TQS, ça, c'est l'ancêtre de V? Oui, l'ancêtre de V qui est maintenant depuis une semaine à peu près. C'est maintenant nouveau. Ouais, avant de s'appeler V, ça s'appelait TQS. Donc, t'étais pas né encore, je pense. Ouais, ça se peut. Donc, parlons là, de tes débuts à RDS. Ça ressemblait à quoi, dans le fond? Qu'est-ce que tu faisais comme tâche? J'étais rédacteur. La fonction, c'était rédacteur, reporter, journaliste. C'était ça le titre. Dans le fond, j'arrivais, puis le producteur du bulletin de nouvelles Sport 30 me disait, OK, Michel, ce soir, tu regardes la partie Blue Jackets contre Coyote. Tu prends en note tout ce que tu peux. Tu prends en note tous les faits saillants, tous les moments importants. Tu écris un texte, on donne 40 secondes. Pas plus, pas 41, pas 39. On donne 40 secondes exactement. Il faut que le résumé de la partie dure 40 secondes au complet. Il faut que tu t'occupes de prémonter les images, il faut que tu t'occupes d'écrire le texte pour le lecteur de nouvelles de Sport 30, qui lui ensuite le rend en ondes. Donc, c'était ça ma tâche à la base. À un moment donné, il y avait besoin d'un journaliste pour aller accueillir un boxeur à l'aéroport. Puis le journaliste, il n'y en avait pas disponible dans la salle de nouvelles cette journée-là. C'était une journée de fin de semaine. Fait qu'on dit, Michel, tu l'as déjà fait? Ouais. On dit, d'accord, vas-y, pars avec un micro pour un caméraman. J'ai fait un reportage. Et j'avais de l'expérience en lecture de nouvelles. Je faisais ça depuis quand même quelques années. Et là, je disais à mes patrons, si jamais vous avez besoin de quelqu'un pour lire Sport 30, moi, je suis disponible. Si vous avez des heures à donner à la lecture, je suis là, je suis capable de vous le montrer, je suis capable de le faire. Finalement, ils ont fait ce qu'ils appellent des screen tests, ils ont fait des tests à l'écran. Ils m'ont dit, effectivement, tu es capable de le faire. Fait que, tiens, tu vas commencer à faire de la lecture aussi. Fait que je faisais de la rédaction, de la lecture, du reportage. Je faisais un peu de tout à mon arrivée à RDS. Puis j'étais quand même chanceux d'avoir l'expérience avant en région parce que il y en a plusieurs qui sont arrivés à RDS puis qu'il n'y avait pas l'expérience que j'avais. Puis ça a été plus long avant de se rendre là, ils voulaient se rendre. Moi, j'ai eu mon expérience en région, donc quand il est venu le temps de lire un bulletin de Sport 30, des erreurs de prononciation, quand même tenir en ondes, je l'avais déjà fait en région aussi. Fait que je ne les faisais plus, ces erreurs-là, rendues à RDS. Fait que c'était beaucoup plus facile, puis c'était beaucoup plus agréable aussi pour les téléspectateurs, pour les patrons aussi, puis ils savaient que s'ils me mettaient dans n'importe quel poste, ils étaient confiants que je pouvais le faire. Donc, je vous le recommande. Si vous faites des médias, commencez en région. C'est une méchante bonne école. À la base, là, on apprend ça à l'école, c'était collégial, à Jonquière, à n'importe où on va étudier en communication, on apprend la base, puis c'est parfait comme ça. Puis quand on arrive dans le milieu du travail, tu apprends encore plus, mais apprenez pas à Montréal devant 500 000 personnes qui vous regardent. Apprenez en région devant 500 personnes qui vous écoutent. C'est beaucoup plus facile de faire des erreurs et d'apprendre de ces erreurs-là. Voilà. Le conseil est envoyé par le vieux sage. Avant l'entrevue, tu m'avais dit là, que tu as été animateur à Sport 30 et là, ben, tu viens d'en parler aussi, mais tu fais plus ça dans le fond depuis environ 6 ans. Mais j'aimerais qu'on en parle dans le fond. Quel est le processus derrière la création et la préparation d'un simple bulletin Sport 30 là, de 30 minutes, par exemple, le matin? C'est de la job. C'est pas mal de job. Il y a une méchante équipe qui travaille là-dessus parce que, tu sais, on regarde la télé, on regarde le bulletin de nouvelles, puis tu t'assois dans ton sofa, dans ta chaise, puis ça coule, ça va bien. Comme tu regardes depuis le début de ta vie, tu vois la télé. Mais quand
tu vois ce qui se passe en régie. Tout est calculé à la fraction de seconde. Le lecteur de nouvelles, il y a un téléx, on lui parle dans l'oreille en même temps que le lecteur de nouvelles parle. Il y a un télésouffleur avec les écritures que tu dois lire, puis souvent, c'est toi-même qui s'arrange pour la faire rouler, télésouffleur. En arrière du bureau de support-30, il y a une petite pédale, que tu appuies sur la pédale, puis le texte défile. Il faut que tu t'occupes de défiler le texte, il faut que tu t'occupes de le lire comme il faut, il faut que tu t'occupes de corriger les erreurs à la dernière seconde parce que tu es le dernier filtre entre ce qui est écrit et ce que tu vas dire. Mais quand il y a une faute de frappe, ça peut te déconcentrer. Mais il faut que tu réussisses à la changer pareil. Ou tu sais, quand c'est écrit dans le texte, mettons, le frappeur cogne la balle au champ droit, mais tu le vois dans le moniteur à côté qu'il a cogné la balle au champ gauche. Il faut que tu le changes sur le flanc. Il faut que tu dises champ gauche au lieu de champ droit. Sinon, il y a une erreur dans le bulletin, il faut que tu recommences. Pendant ce temps-là, comme je te dis, on te parle dans l'oreille, on te dit il reste 15 secondes avant la pause, il te reste 12 secondes avant les manchettes, n'importe quoi. Tu as plein d'instructions dans tes oreilles qu'il faut que tu assimiles. En même temps, il faut que ta bouche parle et que tes yeux regardent d'autres choses. C'est vraiment, tous tes sens sont occupés. Ça, c'est juste pour le poste de lecteur. Parce qu'en régie, il y a des personnes qui s'occupent de calculer le temps, qui s'occupent de dire combien de temps il reste à chaque élément. Avant ça, il y a des gens qui ont fait de la rédaction de texte, qui ont fait le pré-montage des images. Il y a des monteurs qui ont monté les images que tu leur as demandé de faire. Regarde, du monde sans bon sens. C'est compliqué, c'est complexe, c'est pesant comme média, mais c'est vraiment le fun. À la radio, tu arrives, tu écris ton texte, tu le lis. Le but, c'est de créer des images avec tes mots à la radio. Mais là, à la télé, sont là les images. On parle d'une banane, on veut voir la banane. Fait faut qu'il y ait des mondes, il faut qu'il y ait du monde qui s'occupe de la montrer, il faut qu'il y ait du monde qui s'occupe de la prendre en note, qui l'envoie en montage. C'est complexe, mais c'est le fun. Puis, mettons, toi, en tant qu'animateur, toi, est-ce que tu étais plus, mettons, le matin, le soir, le midi, ou J'étais le soir. Le soir? Oui, j'étais surtout le soir. Puis, c'est ce que j'aimais pas. C'est la seule chose que j'aimais pas dans cette fonction-là, c'est que c'était le soir. Puis, tu sais, veux pas, c'est le sport. Puis, le sport, ça se passe le soir. Des parties de hockey, il n'y en a pas l'avant-midi. Mais il y en a de l'actualité qui se passe quand même le jour, des conférences de presse, peu importe, n'importe quoi. Mais les matchs, les résultats sportifs, ça arrive le soir. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'ai 2 enfants. Je commençais à travailler à 5h30 le soir. Puis, j'arrivais chez nous à 1h30, 2h du matin à cause des parties dans l'Ouest avec les Dodgers de Los Angeles, mettons, les Kings. Fait que, tu sais, je voyais pas tant que ça ma blonde. Je voyais pas tant que ça mes enfants. Puis là, un moment donné, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Est-ce que je veux voir ma face à TV ou je veux voir la face de mes enfants puis celle de ma blonde? Fait que le choix était facile à faire selon moi. Fait que j'ai demandé à mes patrons de changer de fonction. Puis j'ai vraiment proposé de créer un poste de jour dans la salle de nouvelles de rédacteur web, journaliste numérique. Puis j'ai été bon vendeur parce qu'ils ont accepté. Fait que depuis 2013, j'ai un horaire de jour, lundi au vendredi. Ça me permet de voir ma famille. Puis ça, c'est parfait comme ça. Good. Puis juste pour savoir, là, mettons, par exemple, je me lève à 8 h le matin, je mets Sport 30. Est-ce que le bulletin qu'on va voir là, il va avoir été tourné à 1h30 du matin après les Games de l'Ouest ou c'est d'autres personnes qui arrivent, mettons, à 5h, 6h le matin pour le faire? Non, c'est le même bulletin que tu vas voir à 1h30, 2h du matin. Je me rappelle que quand j'étais jeune, je regardais Sport 30, mettons, à minuit et demi. J'essayais de l'écouter à 1h pour voir s'il allait faire la même erreur à la même place. Des fois, il y avait une petite faute qui se passait. Je me disais, OK, il faut que je me rappelle dans 30 minutes, peut-être qu'il va mal prononcer un nom de gars qui fait du bobsleigh. Mais c'est le même bulletin à 8h le matin qu'à 1h30 ou 2h du matin. Sauf qu'il y a toujours des rédacteurs qui rentrent le jour pour mettre à jour qu'est-ce qui se passe. S'il y a une compétition de ski alpin en Europe, puis le résultat, il sort à 7h20 le matin, puis il y a un Canadien qui gagne une médaille, bien, le rédacteur dans la salle de nouvelles va écrire un petit texte, va changer la bande d'information au bas de l'écran que tu vois, ça va être écrit, va faire un pré-montage, va envoyer ça, va remplacer un item du bulletin par un nouvel item qui vient juste d'arriver. Donc, il y a toujours des mises à jour qui se font, mais 98% du temps, c'est le même bulletin entre 1h30, 2h du matin, puis 11h30 midi. À moins d'un événement spécial, une conférence de presse des Canadiens, n'importe quoi, une retraite quelconque. C'est le même bulletin que tu vas voir. OK, c'est bon. Aussi, je me demandais, tu as parlé tantôt de quand tu es allé accueillir un boxeur à tes débuts à RDS. Est-ce que je me rappelle pas de t'avoir vu souvent faire du journalisme, genre de terrain, d'aller couvrir des événements. Est-ce que c'est juste moi qui s'en rappelle pas beaucoup? Est-ce que tu en as fait beaucoup? Si oui, qu'est-ce que tu as fait? Et sinon, avec du recul, est-ce que tu aurais aimé plus en faire?
J'en ai fait quand même pas mal. Je l'ai fait pas mal au général avant d'arriver à RDS. J'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK, ouais, ouais. À RDS, j'en ai fait. Si tu regardes dans toutes les fonctions que j'ai eues à RDS, c'est la chose que j'ai fait le moins souvent, du reportage sur le terrain. Puis, honnêtement, ça ne me dérange pas parce que c'est le fun à faire, oui, ça change le mal de place. Mais j'aime ça faire ça, mais j'aime mieux encore faire d'autres affaires. OK. Si j'avais le choix, j'aime mieux écrire, j'aime mieux faire de la rédaction de nouvelles qu'aller faire du reportage OK. terrain. Mais j'aime quand même ça. C'est ça qui est bizarre parce que dans ce domaine-là, j'aime pas mal tout. Il n'y a Ouais. rien que j'aime pas. Puis c'est Ouais. ça qui est spécial parce que je me dis, comment ça se fait que j'aime ça faire pas mal tout ça? Puis j'aime ça. Je trouve ça que c'est tant mieux comme ça parce que j'ai pas eu l'impression de travailler. J'ai presque 40 ans. Puis j'ai eu l'impression une fois dans ma vie de travailler, puis j'avais laissé ma job là parce que je n'étais plus capable. C'était à Sherbrooke dans le temps. Mais tu sais, je me rappelle, c'est la seule fois où je me suis dit, oh, ça ne me tente pas. Mais en quasiment 20 ans de carrière, ça m'est arrivé une fois. Donc, je souhaite ça à tout le monde, là, que ça n'arrive jamais. Ouais. D'avoir du plaisir à travailler, là, ça, je le souhaite à tout le monde. Parfait. On va parler maintenant de l'émission Oups maintenant. Pour ceux qui sont moins familiers, là, peux-tu expliquer dans le fond le concept de l'émission? Ben, c'est un genre d'émission. Le but est que ce soit humoristique. Le but est Ouais. de diffuser des vidéos qui viennent d'Internet, des fails des gens, des échecs, des coups spectaculaires que les gens font chez eux, que les gens mettent sur YouTube, des choses comme ça. Et nous, avec Alexandre Côté, qui est mon comparse à Oups, qu'on voit comme chroniqueur dans l'émission, c'est lui le grand Manitou de tout ça. Lui, il a eu l'idée au début de faire une émission de bloopers de RDS. Il m'a OK. dit, Michel, parce que je connais Alex depuis tellement longtemps, il m'a dit, Michel, j'aimerais ça que tu sois l'animateur, est-ce que ça te tente d'embarquer avec moi dans ce projet-là? Puis on a monté le projet, on a vendu l'idée au patron, ça a été accepté. Puis avec le temps, c'est devenu justement une émission de fail de gens qui se filment sur Ouais. Internet. Et on voulait qu'il y ait un lien avec le sport tout le temps parce que c'était RDS. Et là, on a proposé d'inviter des athlètes pour regarder les vidéos avec nous autres. Parce que souvent, il y a des athlètes qu'on ne voit pas souvent, malheureusement. Puis c'est des gens hyper intéressants, c'est des gens drôles, c'est des gens comiques, mais qu'on n'entend pas parler tant que ça parce que malheureusement, pour eux, ils font du sport amateur, entre guillemets, même si ce sont des professionnels de ce sport-là. T'sais. Les joueurs des Canadiens, on les voit tout le temps. Les joueurs de l'Impact aussi. Les joueurs professionnels, on les voit tout le temps, mais Antoine Valois-Fortier, qui fait du judo, Ouais. médaillé olympique, on le voit presque jamais, puis pourtant, ce gars-là est comique sans bon sens. Il est drôle, il est à l'aise devant les caméras, puis c'est ça que ça nous permet de découvrir aussi. Ça nous permet de découvrir une facette d'un athlète qu'on voit malheureusement pas souvent, puis ça donne de la visibilité à ces gens-là. C'est tantôt quand je te disais que des fois, on essaie de rejoindre des invités, puis c'est un peu plus compliqué. Mm-hmm. Les athlètes amateurs, c'est facile parce qu'ils sont contents, ils sont fiers aussi de faire ce qu'ils font dans leur sport, d'en parler, de le présenter aux gens, puis justement de participer à des émissions dans les médias, parce que malheureusement pour eux, ça n'arrive pas assez souvent, puis ils ne sont pas reconnus à leur juste valeur parce que c'est les meilleurs au monde dans leur domaine, mais on n'en parle presque pas comparativement à un gars de quatrième trio des Canadiens. Ouais, ça vaut sans raison. Mm. J'aimerais savoir quelles sont les étapes, dans le fond, à la confection d'un épisode de Oops, de A à Z, dans le fond, là, de l'idée jusqu'à la fin, jusqu'à la publication là, de l'émission. À la base, la première affaire qu'on fait, c'est qu'on décide de l'inviter. On fait un petit brainstorm parce qu'on n'est pas une grosse équipe, on est deux. Ouais. on est deux pour faire une émission de 30 minutes. Ouais. C'est du stock. On sort une liste d'invités potentiels, on contacte ceux qu'on se dit, OK, ça serait intéressant pour ce mois-là. Tout dépendamment des réponses, des fois, il faut qu'on s'ajuste, des fois, ça ne marche pas, des fois, ça marche. Quand on donne l'invité, après ça, il faut trouver un lieu de tournage parce qu'on ne voulait pas Ouais. faire l'émission dans les studios de RDS parce qu'on voulait que ça sorte de l'ordinaire. On voulait que ce soit autre chose que ce qu'on voit habituellement dans les studios. Fait que là, il faut que je trouve un lieu de tournage. Il faut que je réussisse à rentrer ça dans le budget parce qu'on a du budget à respecter. Après avoir trouvé le lieu de tournage, il faut qu'on trouve que je fasse l'entrevue, entre guillemets, entrevue, parce que le but est toujours de présenter des vidéos comiques. Ouais. Il faut que je trouve des vidéos comiques en lien avec le sport de l'invité. Ouais. Il faut que je remplisse ça. Il faut qu'on trouve aussi des sujets thématiques, comme exemple, je sais pas, des vidéos de la thématique Le monde rentre dans la caméra. Fait que là, il faut que je trouve des fails de monde qui se pète la gueule dans la caméra. Ensuite de ça, il faut qu'on écrive les textes, qu'on les numérise, les vidéos, il faut qu'on fasse les montages.
Puis après avoir fait tout ça, Alexandre arrive avec son grain de sel, puis il refait d'autres montages, rajoute des effets visuels, rajoute des effets sonores, trouve de la musique, s'assure que l'émission a un beau cheminement, que ça passe bien, que ça coule bien. Alexandre fait aussi sa chronique pour qu'on trouve un sujet de sa chronique. C'est quelque chose, c'est du stock. Je me plais souvent à dire que c'est comme une grosse recette, c'est un gâteau. Moi, j'amène des ingrédients, Alexandre les mélange, fait un gâteau avec ça. Ouais. Moi, je considère que c'est ça. C'est peut-être une comparaison qui est bizarre, mais à deux, en tout cas, c'est ça. Un qui amène des ingrédients, un qui les mélange, on le fait cuire ensemble. Parfait. J'aimerais savoir, est-ce que tu as des anecdotes intéressantes là, que tu pourrais raconter sur le tournage des émissions de Hoops? Il y a une fois avec Marie-Ève Dicker, la boxeuse, le tournage était prévu depuis à peu près un mois et demi. Tout était réservé, tout était booké, le caméraman aussi, le lieu de tournage, tout était prêt. On arrive, le matin, je me réveille chez nous, plus de voix. J'ai plus de voix. J'ai fini là, la voix, là. Extinction de voix, ça m'est jamais arrivé de ma vie, sauf ce matin-là. Puis j'avais un tournage avec une championne du monde de boxe qu'on ne pouvait pas remettre parce qu'après ça, elle partait en camp d'entraînement pour un combat. C'était là. Il fallait absolument le faire là. Fait qu'on le fait quand même. J'ai une voix pourrie, j'ai une voix vraiment dégueulasse. Mais ça donne quelque chose de drôle quand même en nombre. Il y a Samuel Giguère, joueur de football, qui fait aussi du bobsleigh, qui, tu sais, le gars, il est musclé sans bon sens. Le gars, il est beau, il est musclé. Tu sais, on le voyait dans plein de places avant, mais on l'avait jamais vraiment vu dans un autre contexte qu'un entraînement, après un entraînement ou après un match, disant, OK, c'était quoi ta performance? Fait que, tu sais, on n'avait aucune idée à quoi s'attendre de Samuel Giguère parce qu'on ne le connaissait pas. Mais le gars, il est drôle. Le gars, il est smart en arrivant. Tu sais, moi, j'avais un concept parce qu'il faisait aussi du sirop d'érable. Il fait plein de choses, ce gars-là. J'avais amené une canne de sirop d'érable. Tu sais, je voulais qu'on en parle un peu. Puis, je disais, je pourrais faire une passe à toucher avec ça. Puis, OK. Fait que, tu sais, les invités qui arrivent avec des idées pendant le tournage, ça, je trouve ça le fun. Valois Fortier, justement, Antoine Valois Fortier. Il était blessé à la hanche. Tu sais, au début, je voulais qu'on se chamaille un peu parce qu'il fait du judo. Mais il était blessé à la hanche, on ne pouvait pas. Il disait, je pourrais faire d'autres choses en attendant, puis qui est à l'affaire. Puis, tu sais, il arrive avec des idées. Ça, c'est le fun. Quand les invités ne font pas juste embarquer, quand les invités s'impliquent aussi, là, ça, c'est vraiment quelque chose de fun. Good. J'aimerais savoir pour les personnes qui, comme moi, écoutent Oops là, régulièrement, est-ce que, je sais que tu m'as déjà donné la réponse là, avant l'entrevue, là, mais pour les auditeurs, là, est-ce que Oops va être de retour là, pour l'année 2020-2021? Ben, on a déjà une émission qui est tournée, mais qui n'a pas été diffusée encore, avec l'haltérophile Christelle Ngarlem. Ça, c'est encore dans la banque de tournage. C'est encore Est-ce que ça a été tourné avant la pandémie? Oui, ça a été tourné à peu près une semaine avant toutes les restrictions. Okay. Fait que, dans le tournage, je suis à côté de Christelle, on fait attention quand même parce qu'on était conscient qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Là. Ouais. Mais si on diffusait ça là, il faudrait qu'on écrive au bas de l'écran, ça a été tourné avant les restrictions de distanciation sociale et tout ça, parce que on serait illégal, parce qu'avant, c'était correct. Là, non. Mais il y a cette émission-là qui est en banque, qui n'est pas encore diffusée, qui n'est pas encore finie de monter non plus, parce qu'il y a plein de monde qui ont travaillé en télétravail depuis le temps, puis ça n'a pas été évident de s'organiser tout ça. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Le projet Oops est en suspens parce que ça fait quand même 7 ans que ça roule. Ouais. Puis, on essaie de proposer d'autres choses. On essaie de bifurquer, voir si on ne peut pas faire d'autres choses. Parce que, tu sais, c'est correct d'avoir un bon concept. Tu trouves ça drôle, mais il faut que tu évolues aussi parce que sinon, quand tu n'évolues pas, tu te fais dépasser. Quand tu n'avances pas, les autres avancent puis toi, tu restes en arrière. Fait que là, on veut voir comment on peut aligner ça. Est-ce que c'est possible avec les nouvelles restrictions, entre autres, avec les budgets d'RDS qui ont changé à cause des revenus publicitaires qui sont plus bas que les autres années? On ne sait pas encore. C'est encore en suspens. On espère que oui, mais ça regarde mal, mais c'est encore en suspens. Good. Et pour finir là, sur le sujet de Oops, je me rappelle d'un segment qui s'appelle La joke à 5$ qui est caché en plein milieu des annonces. Est-ce que tu donnes vraiment le 5$? On l'a donné une fois parce qu'on a oublié de le reprendre. C'est Olivier Aubin-Mercier, combattant qui fait des arts martiaux mixtes. On a oublié de le reprendre, on lui a donné, puis en partant après le tournage, on a fait « Hey, on a oublié de reprendre le 5$. » Puis, tu sais, dire à un gars qui fait des combats extrêmes, tu me dois 5$, je pense qu'on va laisser faire. Il a laissé 5$. Ah, wow. Ouais, c'est bon.
Parlons maintenant là, de la prise branchée, là, qui est ta chronique Oui, là, au 5 à 7 de manière hebdomadaire. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle du nom de la prise branchée. Est-ce qu'il y a un sens plus poussé du fait que ce soit juste ton nom de famille qui est la prise et que tu es bien branché sur les réseaux sociaux et donc que la prise est branchée ou est-ce que c'est juste un vulgaire jeu de mots ou il y a quelque chose de ouais. plus poussé que ça? Ah non, non, il n'y a rien de poétique là-dedans. Là. C'est juste un jeu de mots qui a été trouvé pour vrai en à peu près 15 secondes parce que ça a commencé cette chronique-là parce que tu sais, je suis un peu niaiseux à la base, là, je suis comique. Fait que j'envoyais des vidéos drôles à pas mal tout le monde dans la salle des nouvelles. Tu sais, justement, du OK. monde en skate qui se casse la gueule. J'envoyais ça, j'allais regarder le gars, il se les pétait solide. Puis ça faisait rire Ouais. les gens dans la salle des nouvelles jusqu'à ce que le producteur du 5 à 7, qui s'appelle Pierre Forcier, qui est très gentil, j'ai envoyé aussi des vidéos, ils me disent hey, ça serait comique ça si tu faisais une chronique de vidéos drôles d'Internet dans l'émission. Est-ce que ça te tente? Oui, oui, pas de problème. Fait que là, j'ai envoyé des vidéos, on a préparé une chronique, on était tout prêt. Puis, avant d'entrer en onde, il me dit hey, c'est vrai, il faut un titre. Il faut un nom à la chronique. Je dis, hey, c'est vrai. Puis, pour vrai, là, on entre en onde dans à peu près 15 secondes. Je sais pas, comment on appelle ça? Là, il fait la prise branchée. OK, ça va être ça. Fait qu'on est parti en onde, ça s'appelait de même. Puis c'est resté. Ça fait à peu près 10 ans que ça dure, cette chronique-là. Ouais. Puis ça s'appelle encore comme ça, mais à la base, on était dans un studio bleu du réseau Infosport avant l'émission de 5 à 7 à RDS. C'est le 4 à 7 que Le ça 4 à s'appelait. 7, ouais. Ouais, le 4 à 7 avec Yannick et Frédéric. Puis ça a commencé dans le petit studio bleu, puis c'est resté maintenant, c'est dans un gros studio RDS. Ouais. Ah ouais, c'est hot. Et comment, dans le fond, tu te prépares pour la chronique La prise branchée? Je fouine beaucoup. Je Ouais. fouine beaucoup sur Reddit, entre autres, Reddit vidéo, plusieurs sites que je me garde aussi, là, que je vais fouiner pour voir c'est quoi les pires échecs de la semaine. Tu sais, des fois, je vois une vidéo, puis là, il y a des gens dans les commentaires sur Twitter qui présentent une autre vidéo qui disent ah, ça me fait penser à telle affaire, que je me garde ça en banque pour plus tard. Ou, tu sais, des Ouais. fois, le soir, chez nous, quand j'ai 5-10 minutes à perdre, je m'en vais sur Imgur. Je ne sais pas si tu connais le site Imgur, mais si tu aimes les niaiseries sur Internet, Ouais. vas-y, les memes, les gifs, tout est là. Je m'en vais sur Imgur, puis je regarde, je fais, OK, ça, je pourrais me le garder de ma chronique. Je m'envoie un courriel. Fait que, tu sais, c'est comme une recherche un peu en continu, Ouais. mais je garde tout le temps ça derrière de ma tête. Puis mes amis me disent, tu as réussi à trouver une façon d'être payé pour faire les niaiseries que tu faisais au cégep. Fait que, tu sais, moi, je le fais de toute manière à la base. Puis tant qu'à ça, ben, je m'envoie un courriel puis je me garde des vidéos niaiseuses pour mes chroniques. Mais ça ressemble à ça à peu près la préparation. Trouver des vidéos niaiseuses sur Internet puis me les envoyer par courriel. Parfait. Puis parlant de vidéos niaiseux, est-ce que c'est un peu est-ce que ça arrive des fois que dans le fond que tu réutilises certaines vidéos pour, par exemple, des articles que tu vas publier sur Balcourbe avec cette vidéo-là? Comme j'ai vu aujourd'hui, là, tu as mis un golfeur professionnel qui a frappé une balle au travers d'une Ferrari. Est-ce Ouais, que c'est quelque chose que tu vas pouvoir présenter plus tard, soit à Oups, soit à la prise branchée ou j'essaie de pas faire ça parce qu'il y a tellement de vidéos particulières sur Internet. Il y en a des milliers, des millions que je ne vois pas pourquoi je prendrais la même affaire puis je ouais, le présenterais à plein de places. Des fois, oui, parce que les vendredis, c'est ma chronique dans le 5 à 7, puis on veut faire de la promotion croisée entre Balcourbe, qui appartient à RDS, ouais, balcourbe.ca, et le 5 à 7 aussi. On veut faire une présence télévisuelle pour Balcourbe. Donc, c'est pour ça que dans ma chronique, au 5 à 7, à la fin, on parle de ce qui a marché le plus durant la semaine sur le site Balcourbe. Et sur le site balcourbe.ca, les vendredis, je présente un avant-goût de ce qu'il va y avoir dans ma chronique dans le 5 à 7. Donc, oui, j'utilise les mêmes vidéos pour faire un article. Ça s'appelle Les drôleries ouais, du vendredi. Mais sinon, j'essaie toujours de varier parce que, tu sais, le golfeur qui a frappé la balle à travers la Ferrari, je ouais. pourrais l'utiliser, mais ça va faire du buzz pas mal sur Internet. Puis, tu sais, rendu le vendredi, si ça fait du buzz le lundi, c'est quand même en retard. C'est quand même il y a 5 jours Ouais. plus tôt. Là. Fait que, tu sais, au risque d'avoir l'air du gars qui recycle son stock, jamais prendre de quoi de nous. OK. Ouais, mais puis en plus, Internet, c'est tellement une mine d'or là, en termes Mhm. de vidéos comiques. Donc, Ah oui. c'est parfait. Euh, on continue là, de parler du 5 à 7 parce que ça l'a repris. Je pense qu'il y a eu une certaine pause. Après ça, ça l'a Ouais. comme repris en ligne avec là, Frédéric Plante et Yannick Bouchard là, de chez eux en confinement. Et je pense que tu as continué à Mhm. participer aux émissions dans ce temps-là. Puis ensuite, c'est revenu en studio là, lorsque les séries de la LNH sont recommencées, si je ne me trompe pas.
et tu étais Un toujours petit là. peu après, mais oui. Ouais. Ouais, et dans le fond, tu vas continuer à être là pour le reste de la saison là, avec la prise branchée les vendredis lors du 5 à 7. Oui, exact, exact. Tous les vendredis, je vais être là. Mais pour être franc, je ne sais même pas quand la saison du 5 à 7 va arrêter ou continuer. Ou, Ouais, je ne sais pas s'il va y avoir une pause entre la fin des séries de la ouais. Ligue nationale puis le début de la saison 2020-2021, ou je ne sais pas comment on va l'appeler. Mais je ne sais pas s'il va y avoir une pause de quelques semaines. Je ne sais pas si le 5 à 7 va s'arrêter ou il va juste Ouais, continuer. Parce qu'il y a d'autres sports qui se déroulent quand même. ouais, c'est Il ça. va y avoir Ouais, plein d'autres choses qui vont se passer. Fait que je ne sais pas, mais je sais que je vais être là tous les vendredis. ouais. Mais je ne sais pas si je vais avoir quelques vendredis de pause, ça, j'ai aucune idée. OK, c'est bon. Et pour finir là, sur le sujet du 5 à 7, est-ce que tu as des anecdotes intéressantes là, que tu pourrais raconter là, à propos d'un tournage là, d'une de tes chroniques de la prise branchée? Oui, ben, ce qui me revient tout le temps en tête, c'est la fois où j'avais présenté une vidéo d'un gars qui casse des noix de Grenoble avec son front. Il y avait un gars qui avait établi un record du monde de péter des noix avec son front, puis ça n'avait pas de bon sens, mais j'avais eu l'idée d'en amener en studio pour que Yannick et Frédéric essaient de le faire. Puis je me suis dit, mais on fera ça, là, tu sais. Une noix dans le front, ça fait mal. Ouais. Fait que j'avais prévu de cacher un marteau derrière un moniteur pour au moins pouvoir casser la noix, montrer à quel point c'est solide. Mais Yannick et Frédéric ont embarqué comme des pros. Ils ont dit, on va le faire. Mais ils ne savaient pas que j'avais amené ça. Fait que quand j'ai dit, hey, j'ai des noix ici, ils ont fait, ah ouais, on va l'essayer. En ondes, en direct, ils ont essayé de se casser des noix dans le front. Yannick avait un rond bleu dans le front. Frédéric était capable d'arrêter de rire. Fait que ça, c'est le moment le plus cocasse que j'ai vécu dans cette chronique-là. Il y a d'autres affaires spéciales qui arrivent une fois de temps en temps, mais ça c'est vraiment quelque chose de fou, là, de casser des noix avec son front, de voir des gars qui essayent de casser des noix avec leur front parce qu'ils ne sont pas capables. Juste ça, moi, je n'étais plus capable. Je riais bien trop. Ouais, je me souviens, je pense, de l'avoir vu. Je sais pas si c'était en direct ou si c'était genre dans les bloopers d'une émission Oups, là. Oui, oui, on l'a mis Euh, dans une émission, c'est vrai. ouais. Ouais, je me rappelle d'avoir vu. Euh, pour finir, là, avant de terminer, Boisvert Radio, on se donne là, pour mission aussi là, de, oui, divertir les auditeurs, mais également de les informer. Là, cet été, on a eu du hockey, ce qui est assez Mhm. rare. Là. On a eu les séries de la LNH là, qui ont commencé en août et en prime ben, avec les Canadiens qui étaient là et qui s'est rendu là, ben, relativement loin, là, qui a eu un beau parcours en battant les Penguins de Pittsburgh et en perdant ensuite, là, malheureusement, au premier tour contre les Flyers de Philadelphie. Toi, en tant que journaliste et en tant que partisan, comment tu as vécu ces séries-là? J'ai vécu ça de façon particulière parce que les matchs étaient l'après-midi souvent. Tu sais, il y avait un match l'après-midi puis un match le soir. Ouais. Puis déjà là, d'avoir des matchs l'été, des Canadiens, c'est rare, là. Tu sais, à moins qu'ils Ouais. se rendent en finale à la Coupe Stanley au mois de juin. Puis je n'ai pas vécu ça. La dernière fois que j'ai vécu ça, j'avais vraiment 12 ans, parce que je suis né en 1980. Puis, tu sais, j'avais 12 ans. Je me rappelle plus ou moins de la conquête de 93. Là. Ouais. Mais de voir du hockey l'été, c'est bizarre. Puis surtout que là, on a la possibilité de regarder ça sur mon téléphone, de regarder ça sur n'importe une tablette, une télé qu'on peut mettre à l'extérieur. Fait que Ouais. moi, j'amenais la télé dehors, dans la véranda, avec mes deux garçons qui ont 7 et 9 ans. Puis on regardait le hockey dehors. C'était particulier parce qu'il faisait chaud, il faisait soleil. Ouais. Euh, j'ai vraiment aimé ça. Je me suis dit, hey, je suis en Floride. Tu sais, les gens qui restent en Floride ou dans le sud des États-Unis et qui regardent le hockey dehors, pas dehors, mais qui regardent le hockey quand il fait chaud, là, j'avais l'impression d'être quelqu'un qui vit ça. Puis j'ai aimé ça. Ça fait changement que de se geler pour aller voir une partie de hockey quelque part. J'ai un ami ou n'importe où. Là, j'étais dehors, dans une chaise, avec une petite bière froide. Je regarde le hockey. C'est le fun. Bien aimé La ça. dopamine, on Mais se trouve dans le j'ai ciel. Ouais, mais j'ai trouvé, par exemple, que Suzuki est solide, mais Oui, vraiment solide. oui, oui, vraiment. Ah ouais. Et lui Kotkaniemi, là, ça a connu des super belles séries. Puis en plus, ben, Weber et Price nous ont prouvé que ben, la Mm. fenêtre du Canadien est encore ouverte. Ouais, puis là, les jeunes sont là. Il y a d'autres qui s'en viennent aussi. Romanov, Caulfield, il ne reviendra pas l'année prochaine, mais il va s'en venir à un moment donné, Cole Mhm. Caulfield, puis lui, il va en faire des buts aussi. Tu sais, pour vrai, là, je me disais, toutes les chances qu'Arthurie Lekonen aurait ratées, Cole Caulfield les aurait eues. Tu sais, Lekonen qui s'en va puis qui s'enfarge dans ses lacets entre la ligne bleue et le but, Caulfield aurait continué puis aurait fait un but. Lekonen qui lance à ça du but, Caulfield l'aurait mis top net, bar down. Tu sais, fait que je me dis, ce gars-là, puis les autres qui s'en viennent aussi,
il risque d'être meilleur que ce qu'on a présentement. Dale Louis, c'est super gentil, super smart, mais il n'y a pas de patin. Tant qu'à ça, prends quelqu'un. Paul Barron aussi, il est super vite, mais il en manque il manque une petite affaire. Là, il y a plein de joueurs chez les Canadiens qui lui manquent juste une petite affaire pour qu'il soit vraiment bon. Mais ils ne l'ont pas, malheureusement. Puis il y a des jeunes qui s'en viennent, qui vont avoir comme Kotkaniemi. Il m'a vraiment impressionné. Là. Je ne sais pas comment Joël Bouchard, qu'est-ce que Joël Bouchard lui a enseigné à Laval. Là. Il est arrivé, puis il est rentré dans. Oui, il a peut-être rentré trop fort à mener d'un joueur, là, mais il est rentré dans tout le monde, il s'en allait devant le but, fait des buts aussi. Quand Kotkaniemi est arrivé à Montréal au début, moi, ce qui me fascinait, c'est ses entrées de zone. Il arrivait, puis il faisait une passe soulevée du revers, vraiment parallèle à la ligne bleue, puis ça arrivait direct sur la palette de quelqu'un, puis on le voyait faire ça souvent. Mais quand ça allait mal, on ne le voyait plus faire ça. Il dirait qu'il essayait juste de survivre dans la Ligue nationale. Là, il est arrivé en série, puis il ne faisait pas juste survivre. Là. Il était à sa place. Là. Il était là. Il ne dominait pas, mais on voyait qu'il était là. Fait il y a 21 ans, 21 ans. Ça risque juste d'être bon, ça. Ouais, Kotkaniemi, ça, il y a quoi? Il y a 19-20, ouais. Ben, il a été repêché en 2018 à 18 ans. Bon, ça veut dire que là, il y a 20 ans. 19-20 ans, là, il est quand même pas pire. À 19-20 ans, moi, regarde, j'ai 39, puis je ne serais jamais bon de même au hockey. Je pense qu'il est à sa place dans la Ligue nationale. Ouais, c'est sûr. Puis, tant qu'à faire, une autre question en terminant, qu'est-ce que tu penses du dossier Max Domi? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, parce que là, Jonathan Drouin a dit aujourd'hui même, là, on est mardi, il a dit les gens vont comprendre à un moment donné que des Max Domi, on ne trouve pas ça à tous les coins de rue. Il a raison. Il a raison, on ne trouve pas ça à tous les coins de rue, les Max Domi. Est-ce qu'on retrouve ça ailleurs dans la Ligue nationale? Oui, c'est ça l'affaire. Tu sais, des joueurs qui patinent vite, qui ont de la hargne, qui sont capables de contrôler un match une fois de temps en temps, il y en a quand même pas mal. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il contrôle une fois de temps en temps. On dirait qu'il met l'interrupteur quand ça y tente. Puis c'est ça qui est tannant, parce que tu sais qu'il pourrait être capable encore de faire des saisons de 70-75 points. Tu sais qu'il pourrait arriver puis batailler, être un Gallagher devant le filet. Des fois, il ne le fait pas. C'est ça qui est plate. Tu sais, des fois, quand il arrive, puis il fait juste une petite feinte à gauche, à droite, puis il lance de loin, presque entre la ligne bleue puis le rond de mise au jeu, tu fais. Le goaler va l'arrêter facile. C'est pas Ovechkin, c'est Domi. S'il veut faire des points, il faut qu'il fonce plus que ça. Il le sait, puis il le fait pas. Puis il veut jouer au centre, mais il y a de moins en moins de place au centre chez les Canadiens. Il y a de la place aux ailes, mais il y en a de moins en moins au centre avec les jeunes qui sont arrivés. Fait que je ne sais pas trop comment ça va se finir, cette histoire-là, mais tu sais, on voit que les besoins des Canadiens, ça risque d'être plus à l'aile ou même à la défense. Est-ce qu'il va servir de monnaie d'échange? Est-ce qu'il va servir à Bergevin pour que les Canadiens s'avancent au repêchage? J'ai aucune idée, parce que c'est quand même une bonne valeur, mais est-ce que sa valeur a diminué pendant les séries qu'on vient de voir? Il y a des chances que oui, malheureusement. Oui, c'est sûr. J'ai connu des séries là, plutôt décevantes, là, mais on sait que quand il joue avec hargne et quand il joue avec passion, il n'y a pas grand défenseurs qui sont capables de l'arrêter. Non, puis il jouait pour un contrat en plus. C'est ça qui est spécial. Il faut qu'il négocie son contrat. Puis il a joué. Je ne sais pas si c'était la crainte du coronavirus, parce qu'au début, il n'était pas sûr d'y aller avec son diabète. Il n'était pas sûr d'aller se mêler à tous les autres joueurs de la Ligue nationale de hockey. Est-ce qu'il était à reculons? Peut-être, mais malheureusement pour lui, c'était peut-être pas la façon idéale de jouer. Oui, exactement. Bon, ben, c'est ce qui conclut là, de mon côté l'émission. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Écoute, je te souhaite une belle fin de journée et aussi une bonne continuation avec tes nombreux projets là, à RDS. Merci beaucoup. Puis allez voir le site d'alco.ca. Il y a plein de niaiseries. Il y a plein de choses intéressantes aussi qui arrivent à chaque jour. Vous voulez rire un peu, là, allez sur Malco. Ouais. Merci aussi à vous, là, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute pour le podcast d'aujourd'hui. Je vous invite là, à continuer de suivre mes articles sur Facebook, sur la page Facebook de Boisvert Radio. Et à chaque jour, là, je poste un article sur dans le fond, l'actualité sportive qui s'est passée dans la journée. Je vous invite donc à aimer la page pour voir chaque article et aussi chaque podcast là, dès qu'ils seront en ligne. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.